Ok, donc à nouveau, bonsoir à tout le monde au nom de l'espace éthique, de réflexion éthique de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie d'être là avec nous ce soir pour cette discussion sur les apports et les enjeux du développement des tests génétiques pour le diagnostic et le dépistage en médecine humaine. Donc je suis Patrice Morand, je suis médecin au CHU de Grenoble. Je suis co-directeur de l'espace éthique avec 4 collègues des CHU de Lyon, de Clermont-Ferrand et de Saint-Étienne. Et je vais modérer cette soirée, ce webinaire avec Éric Laporte, qui est cadre de santé au CHU de Clermont-Ferrand et qui est chargé de mission au niveau de l'espace éthique. Et avec Lilia, qu'on ne voit pas, Lilia, pardon, qui est Lilia Tahir Patou, qui est une élève avocate qui est actuellement stagiaire dans notre espace éthique. Surtout, nous, on va modérer, on va juste organiser, mais surtout ce webinaire, il va surtout reposer et être animé par nos 2 invités que vous voyez, le professeur Damien Sanlaville, qui est médecin, enseignant-chercheur, PUPH au CHU de Lyon et à l'université Claude Bernard. Et puis, Madame Sarah Je coupe Carvalho. parce que dans le chat, les gens disent qu'il n'y a pas de son. Ah, parce que avant, c'est embêtant. Parce que. Oui. Alors. Ah, il y a des gens qui ont du son. Oui, alors peut-être que certains ont voulu mentionner le fait que eux, ils ne pouvaient pas utiliser leur micro. C'est normal, on va y revenir. D'accord. Donc j'espère que je ne vais pas recommencer. J'espère que la plupart des gens vont m'entendre. Donc j'en étais à la présentation des 2 intervenants, enseignants-chercheurs à l'université de Lyon et donc professeur Damien Salanville, qui est donc médecin et responsable du service de génétique au CHU de Lyon. Et puis Madame Sarah Carvalho, qui est philosophe, qui est professeure aussi à Lyon et qui est directrice du laboratoire S2HEP. Alors, avant de leur passer la parole, et j'en ai pour vraiment 2 minutes avec Éric Laporte, on voulait d'une part recontextualiser le pourquoi de ce webinaire et aussi vous apporter quelques éléments pour que la soirée se passe bien au niveau technique. En fait, ce webinaire sur les tests génétiques, il fait partie d'une série de 3 webinaires sur, on va dire, les apports assez incroyables, mais aussi les questions que posent les progrès de la génétique médicale, de la génomique. Et on a donc décidé d'organiser ces 3 webinaires dans un contexte qui est un peu particulier en 2026. C'est le contexte que certains peut-être ne connaissent pas et que je vais me permettre de rappeler, c'est la préparation des états généraux de la bioéthique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire, pour ceux qui ne le savent pas? Ces états généraux sont pilotés au niveau national par le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Souvent, on appelle ça le CCNE en abrégé. Et en fait, ce pilotage consiste à organiser ces états généraux, des réunions, on va dire, grand public, d'information, de débat, de discussion avec le grand public, mais aussi avec des professionnels qui s'occupent, par exemple, de la génétique, mais aussi avec des scientifiques, avec des étudiants. J'espère qu'il y a quelques étudiants, pour essayer de réfléchir sur les conséquences des évolutions, on va dire, scientifiques, techniques, sociales, de tout ce qui se passe dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Et tout ça, c'est fait pour alimenter une éventuelle évolution de la loi de bioéthique. Et la dernière mouture de la loi de bioéthique, c'était, si je ne me trompe pas, en 2021. Et légalement, on doit revoir cette loi périodiquement, et il est possible que les états généraux qu'on est en train d'organiser avec le CCNE en 2026 permettra une évolution de cette loi bioéthique en 2026 ou 2027 ou 2028.
Donc c'est pour ça que nous, au niveau de l'espace éthique, l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes, on a décidé de réfléchir un petit peu sur tous les aspects qui concernent les apports et les enjeux, y compris les enjeux éthiques, des progrès de la génétique et de la génomique dans le domaine de la médecine de demain. On avait organisé un premier webinaire le 4 février sur les aspects des données génomiques, avec comment elles sont collectées, comment elles sont conservées, à qui elles appartiennent, comment elles peuvent être exploitées, quels sont les problèmes créés par ces big data. Et ce soir, avec nos deux intervenants, on va parler plus précisément de l'utilisation de ces tests génétiques pour le diagnostic, pour un diagnostic plus précis, peut-être plus personnalisé, et aussi probablement pour ce qu'on appelle une médecine prédictive, avec une médecine qui est tournée autour de la prévention, autour de l'anticipation du risque. Et le troisième et dernier webinaire aura lieu le 1er avril. Ça sera une discussion sans doute aussi, tout aussi passionnante sur les modalités et les questions que pose l'éventuelle modification du génome humain. Donc, Eric, je te passe la parole pour les quelques, on va dire, conseils techniques pour cette soirée. Puis après, on attaque avec Damien Sanlaville. On va avoir deux interventions d'environ une demi-heure chacune, avec le professeur Sanlaville dans un premier temps, qui va donner les aspects médicaux, scientifiques, techniques, les évolutions. Et puis, Madame Carvalho qui va développer les problèmes, les tensions éthiques qui peuvent être posées par ces tests génétiques. Juste un petit mot, Eric, sur l'organisation. Ça marche. Donc, très rapidement, oui, donc certains l'ont probablement déjà remarqué. Pour l'instant, comme à chaque fois dans nos cyberéthiques, les micros et les caméras ne sont pas accessibles jusqu'à la fin des présentations. Après, bien sûr, on ouvre tout et vous pourrez utiliser micro et caméra. On fait ça pour d'abord favoriser la bande passante, pour éviter que la mosaïque des images change tout le temps et que on ait le présentateur qui se balade, donc ça permet de centrer l'image sur lui. Et puis pour éviter des fois des perturbations de son quand certains micros restent ouverts inopinément. Voilà, donc pas de problème, vous pourrez tout ouvrir au moment des échanges. Par contre, bien entendu, pendant toute la durée de la soirée, vous pouvez intervenir sur le chat et on lira éventuellement les interventions, les questions au moment des échanges. Voilà, Peut-être aussi, Eric, dire ouais, que oui. ce webinaire est enregistré et que les diapos seront disponibles à la fois la visio et les diapos sur le site. Hein. Tu C'est confirmes? ça. Ouais. Ouais, Okay. les contenus, à la fois donc les interventions orales, les échanges à la fin, les débats, et aussi les supports PowerPoint seront disponibles sur le site. Merci beaucoup, Eric. Professeur Sanlaville, c'est à vous. Écoutez, je vous remercie pour cette introduction. Donc là, je vais commencer à partager la présentation que nous avons fait ensemble avec Sarah Carvalho. Comme vous l'avez dit, je vais être plus sur les aspects effectivement médicaux et techniques qui vont retracer un petit peu les évolutions. Comme je partage, je ne vois pas le chat, donc le modérateur, s'il y a des questions dans le chat pendant que j'interviens, n'hésitez pas à m'interrompre. Okay. Donc je vais passer sur le plan et donc je vais réintroduire un certain nombre de notions. Donc, juste pour rappeler qu'en fait, dans la génétique médicale, puisque là, on est vraiment dans le domaine médical, on n'est pas dans le domaine de la recherche, il y a trois branches. Il y a la génétique clinique, où on est amené à avoir un certain nombre de personnes, souvent pour des troubles du neurodéveloppement ou des malformations, mais également pour du conseil génétique, pour lequel on va essayer d'identifier un diagnostic. Et je le dis dès maintenant, parce qu'effectivement, souvent, la demande, c'est pourquoi notre enfant ou la personne est porteuse de malformations, d'un trouble du neurodéveloppement, d'un trouble du développement intellectuel, et en gros d'une maladie rare. Et dans 80% des cas, c'est d'origine génétique, comme je leur dirais. Il y a aussi la génétique moléculaire. Donc là, on va étudier justement l'acide désoxyribonucléique et essayer de regarder si le code génétique a des anomalies. Et puis, il y a une troisième branche
qui est la cytogénétique, où là, on va étudier finalement le support de notre information génétique qui correspond au chromosome. Donc, pourquoi on fait effectivement des tests génétiques? Et je reviendrai sur la terminologie du terme test plus tard. Eh bien, deux grands groupes, hein, il y en a plus, les maladies rares, et on parle de maladies rares quand la maladie a une fréquence inférieure à 1 sur 2000. Et actuellement, l'errance diagnostique est environ de 5 ans, c'est-à-dire entre le moment où la personne va avoir ses premiers symptômes et le moment où on va pouvoir nommer effectivement les difficultés de la personne autour d'une maladie, il y a en moyenne 5 ans. Et un des objectifs en particulier du plan national maladies rares, c'est de diminuer cette errance diagnostique. Et comme 70 à 80% des maladies rares sont estimées d'être d'origine génétique, on est amené à développer des examens génétiques pour essayer d'identifier une cause génétique. Alors pourquoi, outre l'intérêt de répondre à une question, et moi je travaille plutôt en pédiatrie, donc je vais prendre le cas des enfants, mais ça marche aussi pour des personnes adultes, hein, et bien finalement c'est apporter aux parents un diagnostic de pourquoi leur enfant a cette problématique. Une fois que le diagnostic est posé, on peut améliorer la prise en soin parce qu'on va mieux connaître la maladie, on connaîtra mieux son développement, le pronostic, les complications éventuellement associées. Il y a un deuxième intérêt, c'est faire du conseil génétique, c'est-à-dire que les parents qui ont un enfant avec une maladie génétique, la question qu'ils posent souvent, c'est quel est le risque pour une prochaine grossesse? Est-ce que pour une prochaine grossesse, nous avons également un risque? Et lorsqu'on a identifié l'anomalie, eh bien, on peut faire un conseil génétique adapté. Une fois qu'on a identifié l'anomalie, si les parents souhaitent un diagnostic prénatal, c'est-à-dire durant la grossesse, savoir si leur prochain enfant sera porteur de la même anomalie génétique, si j'ose dire, eh bien, il sera possible de le faire parce on sait quoi chercher. Et puis, ça se développe petit à petit, ce n'est pas encore vraiment la règle, mais il commence à avoir des thérapeutiques pour certaines maladies génétiques. Et donc, éventuellement, si on identifie cette maladie, on peut poser une indication de traitement. Dans les maladies connues pour lesquelles il y a des traitements qui se développent actuellement, il y a par exemple l'achondroplasie, qui sont des personnes de petite taille, et dans le cas d'achondroplasie, où il y a une variation génétique, donc une anomalie génétique bien identifiée, on peut actuellement proposer des traitements pour faire gagner en taille. Le deuxième grand groupe, c'est en fait dans les tumeurs. Donc les tumeurs, c'est des cancers, hein. Donc on connaît bien le cancer du poumon, le cancer du sein, il y a tout un tas de cancers du pancréas. Et en fait, on sait que dans ces cancers, il va y avoir une dérégulation de notre génome avec un certain nombre d'anomalies qui vont se développer dans nos cellules. Et donc là, c'est ce qu'on appelle de l'acquis, c'est-à-dire on va l'acquérir au cours de la vie, alors que les maladies rares, elles sont constitutionnelles, eh bien, on les a depuis notre naissance, depuis notre conception. Alors pour les tumeurs, quel est l'intérêt de faire ces tests entre guillemets génétiques, hein? C'est permettre d'affiner le diagnostic, ce qu'on appelle la classification moléculaire. Eh bien, ces cellules tumorales, elles ont telle et telle caractéristique. On peut faire une classification moléculaire. On peut éventuellement faire du conseil génétique. On peut avoir de la thérapeutique, faire un pronostic en fonction de telle ou telle anomalie. On a éventuellement des options thérapeutiques à proposer aux patients. On peut éventuellement trouver une prédisposition héréditaire constitutionnelle, et donc là, j'en reparlerai tout à l'heure. Quelques chiffres, il y a environ 180 000 consultations génétiques en France. Vous voyez qu'en oncogénétique, hein, il y en a quand même 38 000. Et puis, il y en a 76 000 dans les centres de référence ou de compétences maladies rares. Donc, vraiment, c'est une grande majorité de nos consultations. Et il y a environ 800 000 examens génétiques qui sont faits en France. Et ça, c'est les chiffres de l'Agence de biomédecine de 2023. Alors, les tests génétiques, et pourquoi j'ai mis le test entre guillemets, test ou examen génétique. En fait, dans la loi, il est écrit un examen génétique, parce qu'un examen génétique, c'est un acte médical qui est justement encadré par la loi et qui s'inscrit dans un parcours de soins avec une indication médicale. Donc, pour quelles raisons on va faire cet examen génétique? Il y a une prescription, il y a une notion de consentement, donc on consent à faire l'examen des caractères génétiques, il y a une interprétation médicale et il y a un accompagnement. Et c'est un examen des caractéristiques génétiques d'une personne, c'est le terme de la loi. Un test génétique, c'est un terme qui est plus générique, qui est utilisé plutôt dans le langage courant ou commercial et qui désigne finalement une analyse de l'ADN sans préjuger du cadre médical, éthique ou réglementaire dans lequel ce test est réalisé.
Et donc, il peut y avoir des tests génétiques dits en libre accès. Ce n'est pas la thématique du jour, mais on pourra en parler si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas des examens génétiques dans le cadre d'une consultation médicale. Donc oui, les examens génétiques, on va faire des tests génétiques, mais tous les tests génétiques ne sont pas des examens génétiques dans un cadre médical. Je ne sais pas si je suis assez clair sur ce distinguo. Alors, on va commencer un petit peu de manière un peu historique. Au début, on a beaucoup développé des techniques de génétique pour du diagnostic, et puis on va voir qu'on va arriver sur du dépistage. Donc, initialement, on a développé des examens des caractères génétiques chez les personnes dites symptomatiques, donc qui ont des symptômes pour lesquels, en termes médicaux, on parle de phénotype. Et un exemple que vous connaissez probablement tous, c'est la trisomie 21. On peut avoir un enfant qui va naître avec une hypotonie, c'est-à-dire une faiblesse musculaire, des particularités morphologiques qui vont orienter vers une trisomie 21. Et donc, on va faire un karyotype qui permet de voir certes l'ensemble du génome, mais qui voit essentiellement le nombre de chromosomes. Et ici, on voit très bien, je ne sais pas si vous voyez mon petit pointeur, qu'il y a 3 chromosomes 21. Donc, on fait un diagnostic de trisomie 21, on pense à une trisomie 21, on fait un examen qui permet de répondre à la question. Deuxième partie, un enfant qui va avoir des problèmes pulmonaires, pancréatiques, pour lequel on suspecte une mucoviscidose. Et donc là, le gène a été identifié, il s'appelle CFTR. Et donc, on peut faire une analyse ciblée. Donc, on va étudier le gène CFTR. Et là, on va voir qu'il manque 3 nucléotides qui conduisent à la délétion d'une phénylalalanine en position 508, qui va être un élément en faveur du diagnostic moléculaire de mucoviscidose. Donc, c'est des études qu'on va dire ciblées. On a une suspicion diagnostique et on va faire une étude ciblée. On peut également faire, en fait, chez des personnes asymptomatiques, des examens des caractères génétiques. Essentiellement, c'est pour le conseil génétique. Vous avez par exemple ici une personne qui a une maladie génétique, et donc cette personne serait savoir le risque qu'elle a d'avoir un enfant, par exemple, avec la même maladie. Bien, pour cela, on va tester les parents pour voir s'ils sont porteurs et éventuellement tester cette personne pour pouvoir la conseiller. Donc là, c'est ciblé, par exemple dans la mucoviscidose, on peut être amené à tester des personnes asymptomatiques afin de leur préciser le risque qu'ils auraient d'avoir un enfant avec la même maladie, ici par exemple que l'enfant du frère de monsieur. Donc, un autre exemple qui est peut-être plus connu de certains nombre d'entre vous, c'est ce qu'on appelle le diagnostic présymptomatique. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un diagnostic chez une personne asymptomatique avant que les symptômes apparaissent. Dans le cas précédent, il n'y aura pas forcément de symptômes chez la personne. Donc, dans la maladie de Huntington, c'est une maladie neurodégénérative qui apparaît en moyenne vers 50 ans. Donc, vous avez ici cette personne qui est le carré noir, c'est un homme qui va développer une maladie de Huntington. Et la maladie de Huntington est une maladie dominante, c'est-à-dire qu'il y a 1 risque sur 2 de transmettre à ses enfants qui développeront plus tard la maladie. Et donc, on peut être amené à avoir des enfants qui n'ont aucun symptôme, mais qui veulent savoir s'ils sont finalement porteurs de cette anomalie, afin de savoir s'ils vont développer plus tard ou pas, s'ils ne sont pas porteurs, la maladie de Huntington. Tout cela a été très encadré par la loi, et on pourra y revenir si vous le souhaitez, c'est le diagnostic présymptomatique. Il se trouve que nous avons fait évoluer notre technologie, et donc, par exemple, le karyotype, on a développé ce qu'on appelle les puces à ADN, donc on ne voit plus du tout les chromosomes, mais la résolution a été multipliée par 100, c'est-à-dire qu'on voit des anomalies 100 fois plus petites. On peut voir des petites pertes de chromosomes, des petits gains de chromosomes qu'on ne voyait pas du tout sur le karyotype. Et donc, quand on n'a pas d'idée sur un trouble du neurodéveloppement, on peut faire ce type d'examen qui va nous permettre d'identifier des choses qu'on ne savait pas avant. Et puis la révolution la plus importante et plus récente qu'il y a eu dans le domaine de la génétique, c'est qu'on séquençait donc un gène, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour la mucoviscidose, et avec entre autres le plan transmétique génomique, on arrive maintenant à séquencer l'ensemble du génome. C'est-à-dire qu'on est capable, dans le cadre du soin, du diagnostic, pour des indications médicales, non plus de tester un seul gène, non plus de tester 100 gènes, 1000 gènes, 10 000 gènes, on peut séquencer l'ensemble du génome. Donc la technologie permet maintenant, dans le cadre du soin, supporté par le plan France Médecine Génomique, d'analyser, enfin de séquencer plus exactement, l'ensemble du génome de l'individu.
Alors cela a conduit à classer des variations, car je ne l'ai pas dit sur cette diapositive, mais nous sommes tous porteurs de variations. Nous avons une diversité, et donc nous sommes tous porteurs de variations génétiques. Nous n'avons pas tous le même code génétique, et ça fait partie de notre diversité et notre évolution. Et donc nous avons des variations du nombre de copies. On a perdu ou gagné des morceaux de chromosomes, des variations de la séquence, des fautes d'orthographe. Il y a un T qui s'est remplacé par un C, par exemple. Et donc, il y a une classification qui s'est faite. Et donc, les classes 4 ou 5, c'est on a trouvé une variation dans le génome qui explique le phénotype. C'est-à-dire que là, il y a une corrélation entre les problèmes de la personne et ce que nous avons trouvé sur son génome. Et puis, il y a des variations de classe 1 ou 2, où là, en fait, ça fait partie de nos diversités. Nous sommes tous porteurs ou pas de ces variations, mais ce n'est pas responsable d'une maladie, entre guillemets. Et puis, vous voyez qu'il y a une classe 3, qui est la classe, effectivement, des variants de signification indéterminée. C'est-à-dire que dans l'état actuel des connaissances, nous ne savons pas quelle est la conséquence de ces variations. Donc il y a une notion d'incertitude. Déjà, il y a une notion d'incertitude sur les variants de classe 4 ou 5 parce que l'expressivité, c'est-à-dire la forme clinique, peut varier pour une même pathologie. Je pense que vous connaissez la trisomie 21 et vous savez qu'il y a des enfants qui évoluent plus ou moins bien alors qu'ils ont la même anomalie chromosomique. Donc il y a déjà une incertitude sur l'évolution, même si on connaît bien les maladies. Et puis vous voyez qu'en fait, vu que maintenant on arrive à voir l'ensemble de nos génomes, eh bien il y a des variations qu'on ne sait pas classer. Et donc il y a une incertitude qui est posée. Cette incertitude est déjà difficile à gérer en postnatal, après la naissance, mais si on se met à faire du génome en prénatal, ce qui peut être une réflexion qu'on pourra apporter, comment on va gérer l'incertitude en prénatal, c'est plus difficile. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, il y a une indication médicale, donc on va faire un examen des caractères génétiques pour répondre à une question médicale. Mais comme on voit l'ensemble de nos génomes, eh bien, on peut voir ce qu'on appelle des données additionnelles, c'est-à-dire des choses qui sont sans rapport avec l'indication initiale, qu'on appelle données incidentes, données additionnelles, données secondaires, et nos amis québécois appellent ça des trouvailles fortuites, hein, qui est un terme, je trouve, assez intéressant. On a trouvé quelque chose fortuitement. Et donc, la question de ces données additionnelles, et je vois que du coup, ce n'est pas le bon diaporama, mais ce n'est pas très grave, ces données additionnelles, en fait, ont été classées par l'Agence de biomédecine en données incidentes ou en données secondaires. La donnée incidente, c'est qu'on l'a découvert fortuitement. On ne voulait pas la voir, on l'a vue. La donnée secondaire, c'est qu'on a été la rechercher activement. Et donc, pour vous donner un exemple concret, on peut avoir une petite fille qui a une déficience intellectuelle, et donc on va rechercher la cause de cette déficience intellectuelle, et sur tous les variants qu'on va trouver dans le génome, nos systèmes d'analyse vont nous en présenter 50 à 100, mais pas forcément tous les variants. Où on trie des variants en fonction des signes cliniques. Et par hasard, on va trouver peut-être une variation dans un gène de prédisposition au cancer du sein, qui n'explique pas du tout, en fait, le problème de la déficience intellectuelle. Si on la voit fortuitement, c'est une donnée incidente. Mais dans certains pays, même si on ne la voit pas de façon incidente, certains vont dire la donnée existe et il faut aller la rechercher et la rechercher activement. Donc on va aller activement regarder s'il n'y a pas une variation dans un gène de prédisposition au cancer du sein. C'est une donnée secondaire. Et dans la loi de bioéthique de 2021, il a été retenu en France la donnée incidente. On peut être amené à rendre une donnée incidente, mais il n'a pas été permis de rendre des données secondaires. Et on est en attente du guide des bonnes pratiques de l'Agence de biomédecine. Alors ça, c'est le parti diagnostic. Donc je vous ai expliqué un petit peu les évolutions du côté diagnostic, le fait qu'on était parti sur des études, des examens ciblés, et que grâce aux technologies, eh bien maintenant on est de plus en plus sur des examens qu'on appelle pangénomiques, où finalement on va voir l'ensemble de notre génome. Maintenant, je vais passer sur la partie du dépistage. Et vous avez vu que les outils techniques existent. Et on va de plus en plus faire des examens qui voient l'ensemble de notre génome. Et la question s'est posée finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dépister à plusieurs âges de la vie? Et je vais vous prendre quelques exemples. Un exemple, par exemple, désolé pour la redite, c'est le dépistage préimplantatoire des aneuploïdies, qui avait déjà été discuté dans l'avis 129 du Comité consultatif national d'éthique et pour lequel il y avait eu un avis favorable. Alors à quoi ça correspond le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies? C'est-à-dire qu'actuellement, un couple qui a eu un enfant avec par exemple une mucoviscidose,
eh bien, les parents vont être ce qu'on appelle hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un risque sur 4 d'avoir un nouvel enfant avec la mucoviscidose. Eh bien, dans ce cas-là, pour éviter éventuellement un diagnostic prénatal, on peut faire ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire qu'on va concevoir in vitro finalement un embryon, on va récupérer les cellules, on va tester ces cellules par un examen ciblé pour la mucoviscidose, et les embryons qui ne sont pas porteurs de la mucoviscidose pourront être réimplantés. Et comme les techniques permettent maintenant de voir plus que juste le gène de la mucoviscidose, il a été proposé qu'éventuellement on regarde si ces cellules-là, donc cet embryon, n'étaient pas aussi porteurs par exemple d'une trisomie 21 ou d'une autre trisomie, ce qu'on appelle les aneuploïdies. Une aneuploïdie, c'est un nombre anormal de chromosomes. Au lieu d'avoir 46 chromosomes, on en a 47 par exemple. Et donc la trisomie 21 est une aneuploïdie. Et donc l'idée était de dire, on va faire cette technique pour cibler une maladie, la maladie dans la famille, mais plus qu'on fait ces techniques, on a le matériel, ne pourrait-on pas rechercher également d'autres choses? Et une question éthique qui se pose, c'est on commence par les aneuploïdies, mais éventuellement on pourrait aller vers d'autres choses et augmenter le nombre de choses qui sont cherchées. Et on le voit par exemple dans le cadre du dépistage prénatal, en particulier la trisomie 21. Ce dépistage prénatal était ciblé sur la trisomie 21 et actuellement, on fait les trisomies aussi 13-18, les dysgonosomies, c'est-à-dire les anomalies du chromosome sexuel, et puis de plus en plus vers des anomalies chromosomiques plus faibles. Mais comme on est dans du dépistage, on va parler de valeurs prédictives positives ou négatives, et ces valeurs prédictives sont très différentes en fonction des anomalies qui sont recherchées. Et donc, la Haute Autorité de Santé, en septembre 2024, a étendu ce qu'on appelle le dépistage prénatal non invasif étendu. En plus des anomalies sur le chromosome 21, 13 et 18, il propose de rechercher des anomalies sur le 2, le 8, le 9, le 14, le 16, le 22. Donc, vous voyez qu'on augmente finalement le nombre de dépistages. Et finalement, les femmes enceintes, maintenant, qui peuvent bénéficier de ce fameux DPNI, dépistage prénatal non invasif, peuvent choisir éventuellement un DPNI classique, entre guillemets, ou un DPNI dit étendu, où on va chercher d'autres anomalies que pourquoi le test avait été développé initialement, c'est-à-dire le dépistage de la trisomie 21. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de données incidentes. Et justement, il y a une publication en 2015, qui commence à dater, où les personnes recherchaient une trisomie 21 fœtale chez le fœtus. Et quand ils étudiaient l'ADN, justement, fœtal, placentaire plus exactement, eh bien, il y a aussi l'ADN de la maman. Parce que peut-être vous ne le saviez pas, mais c'est une prise de sang. Et du coup, on voit aussi quand même un peu de la maman. Et il s'est trouvé qu'ils ont trouvé des anomalies qui faisaient penser à des cancers chez des mamans pour lesquelles il n'y avait pas de diagnostic de cancer. Mais suite à cet examen qui était fait pour un dépistage de la trisomie 21, eh bien dans 4 cas, ils ont trouvé des anomalies qui évoquaient un cancer. Et effectivement, vous avez ici les IRM de ces patientes-là, avec un cancer de l'ovaire, un lymphome folliculaire et 2 maladies de Hodgkin. Donc ces patientes avaient un cancer et étaient enceintes, elles ne le savaient pas. Donc c'est une donnée incidente. Il y a le dépistage néonatal. Donc là, cette fois, dépistage néonatal recourt à des examens de biologie médicale, y compris des examens des caractères génétiques, et constitue un programme de santé nationale. Et les modalités d'organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles elles portent sont fixées par arrêté ministériel. Donc le dépistage néonatal, vous devez le savoir, et la plupart d'entre nous, mais je pense tous, on a eu un dépistage néonatal, est proposé aux titulaires d'autorité parentale de tous les nouveau-nés, et dans certains cas, des nouveau-nés qui présentent un risque particulier de développer des maladies fixées par un arrêté. Donc, je prends l'exemple de la phénylcétonurie, qui est finalement l'anomalie qui a été recherchée initialement. C'est une maladie génétique, la fréquence, l'incidence est à 1 sur 16 000. Et donc, en fait, il y a un gène qui s'appelle PAH qui va coder pour une enzyme qui est la phénylalanine hydroxylase et qui va permettre de synthétiser de la phénylalanine. Et donc, en fait, si ce gène ne fonctionne pas, il n'y a pas de production d'enzymes, et donc il va y avoir une accumulation de la phénylalanine, en particulier au niveau du cerveau, et la phénylalanine est toxique pour le cerveau, ce qui fait que l'enfant va avoir des troubles du neurodéveloppement. Et donc un des traitements, c'est un régime pauvre en phénylalanine. Mais comme vous le voyez, jusqu'à présent, on fait, et toujours d'ailleurs, un dosage.
on dose finalement la phénylalanine. Mais on pourrait tout à fait séquencer notre génome pour voir si en fait il n'y a pas une variation qui impacte le gène PAH qui fait que ça ne fonctionne plus. Donc jusqu'à présent, on avait des tests biochimiques pour le dépistage, mais on pourrait tout à fait envisager des tests génétiques pour le dépistage. Et donc, c'est un des objectifs du plan national maladies rares, en particulier le 3, où il y avait au tout début 5 maladies dépistées, puis 13 en 2022, 16 en 2025. Et la question, c'est est-ce qu'on ne va pas augmenter de façon très significative le nombre de maladies dépistées en néonatal? Et je mets un petit astérix sur le 16, parce qu'effectivement, on dépiste depuis septembre 2025 l'amyotrophie spéniale infantile, qui est une maladie neuromusculaire, et qui donne, finalement, il y a des formes très graves, hein, les types 1 sont très graves, la maladie de Wernig-Hoffmann, et actuellement, il y a un traitement possible si le traitement est donné dès la naissance. Donc, si on le dépiste très tôt, eh bien, on peut donner un traitement pour améliorer de façon très significative ces enfants. Alors, est-ce qu'il y a des études de dépistage néonatal dans le monde? Oui, vous avez ici des études qui sont faites à peu près partout dans le monde sur le dépistage néonatal par des techniques de génétique. Un des leaders ont été les États-Unis avec un projet qui s'appelait BabySec. Et donc, comme son nom l'indique, c'était le séquençage du génome de l'enfant à la naissance, qui peut poser des questions sur la liberté de l'enfant de savoir ou ne pas savoir des caractéristiques de son génome, le respect du secret médical, le regard des parents sur le futur enfant, des risques plus lointains sur des assureurs, etc. Un des articles Princeps montrait qu'ils avaient trouvé 11% de variation dominante chez ces enfants, que 88% de ces enfants étaient porteurs à l'état hétérozygote de mutation récessive. Donc la mucosidose est par exemple une maladie récessive, donc on est porteur hétérozygote, et que 5% avaient des variations dans des gènes qui vont modifier la réponse à des traitements. Alors est-ce que ça s'est fait en France? Eh bien en France, il y a un projet qui s'appelle Périgénomède, qui est un projet piloté par Dijon Laurence Fèvre, qui justement regarde la possibilité de constituer une liste de gènes qui est en cours de validation, qui pourrait être proposée en dépistage néonatal aux enfants qui naissent pour dépister un certain nombre de maladies. Et la question, c'est quel type de maladie faut-il dépister et l'actionnabilité sur ces maladies. Il y a la question qui se pose maintenant du dépistage préconceptionnel. Et là aussi, le Comité consultatif national d'éthique avait donné un avis en 2018. Alors, pour essayer de représenter un petit peu la question, eh bien, vous avez un homme et une femme qui ont un projet parental, souhaitent avoir un enfant. Et donc, la question est de savoir s'ils ont un risque d'avoir un enfant avec une maladie génétique. Et donc, ils peuvent éventuellement, avant la conception, donc en préconceptionnel, pourraient demander un examen des caractères génétiques afin de savoir s'ils sont porteurs hétérozygotes, par exemple, d'une maladie, ou qui sont conductrices pour les femmes d'une maladie, et donc savoir le risque qu'ils auraient d'avoir un enfant porteur d'une maladie génétique. Donc ça, on pourra le discuter, ça pose un certain nombre de questions et discussions, mais il n'est pas possible de trop prévenir, parce qu'il y a des accidents qui se passent au moment de la conception, il y a l'expression variable, et tout n'est pas génétique. Mais effectivement, la question se pose, et en Australie, il y a un peu plus d'un an, il y a eu une publication sur des tests, des examens, ils avaient dit tests à l'époque, préconceptionnels, donc chez des personnes asymptomatiques qui voulaient effectivement savoir le risque qu'ils ont d'avoir un enfant porteur d'une anomalie génétique. Donc ensuite, il y a la question éventuellement du dépistage des jeunes adultes. Et là aussi, le CCNE, en 2018, avait proposé d'examiner de façon plus approfondie les possibilités de l'expansion du dépistage génétique à la population générale. Donc là, de façon générale. Et les associations de généticiens, je vais montrer des exemples, posent la question de l'intérêt du dépistage des adultes jeunes. Donc, le professeur Geneviève, qui est le président de l'Association française des généticiens cliniciens, avait présenté cette situation clinique pour illustrer effectivement l'intérêt qu'il pourra avoir à avoir un dépistage de jeunes adultes. Donc, vous avez ici un arbre généalogique où les filles sont représentées par des ronds et les garçons par des carrés. Et donc, vous avez ici cette jeune femme qui a deux parents qui vont a priori bien, et vous avez ici ses grands-parents qui sont décédés. Et là, cette personne-là va bénéficier, par exemple, d'un dépistage génomique asymptomatique. On fait un dépistage génomique. Et on identifie chez elle
un variant dans un gène qui s'appelle ACTA2, pardon, et qui a un gène de prédisposition aux anévrismes de l'aorte. Donc du coup, finalement, cette personne qui allait bien, on trouve cette anomalie. On creuse l'arbre généalogique et on se rend compte qu'en fait, il y avait une dissection aortique à 38 ans dans la famille, il y avait des décès subis, et probablement liés effectivement à ce risque d'anévrisme de l'aorte. On peut finalement proposer un suivi cardiaque plus précoce et avoir des mesures éventuellement de prévention chez cette personne. On peut aussi dépister les apparentés, vu qu'on a identifié cette anomalie, donc voir que finalement sa maman était porteuse, ce qui peut expliquer cette dissection, voir que sa sœur, finalement, elle n'est pas porteuse, donc elle n'a pas de risque a priori, mais que son frère, lui, il a plus de risques, et probablement qu'il faudra lui proposer un dépistage, un suivi particulier, pardon. Et puis, on peut adapter effectivement la prise en charge médicale des personnes pour lesquelles on a identifié cette variation, et aussi faire un dépistage pour les générations suivantes, lorsqu'ils sont adultes, s'ils souhaitent bénéficier de cet examen des caractères génétiques pour savoir s'ils sont porteurs ou pas et bénéficier des mesures de prévention. Donc voilà, quelques éléments de réflexion. J'ai peut-être été un petit peu rapidement, mais je voulais vous montrer effectivement les principales techniques, l'évolution du diagnostic au dépistage, le fait qu'on est passé du ciblé au pangénomique et que ça ouvre un certain nombre de questions, même si ça apporte des réponses en termes de soins. Donc déjà, je voulais rappeler que la génétique n'explique pas tout, que l'environnement, le hasard biologique, les interactions jouent aussi un rôle important, mais que la génétique d'un individu implique aussi celle de sa famille, comme vous le voyez, d'un couple ou celle des enfants à naître. Et donc, outre l'aspect de la personne, il y a la notion de famille qui est importante. Alors, je vais laisser ces points pour la discussion parce que je vais laisser la parole à Sarah Carvalho qui pourra faire la suite de la présentation. Je te laisse la parole. Damien. Tu veux que je fasse le partage ou tu continues? Comme tu veux. Si c'est plus simple, je te laisse partager. Oui, je vais peut-être partager, ce sera plus simple. Oui, ça sera plus simple. Ouais. Excusez-moi, je me suis trompée parce que j'ai fait un partage d'écran au lieu de faire un partage de fenêtre. Voilà, vous voyez bien le diapo? Non, pas pour l'instant. Vous ne voyez pas? Non. Non. Alors, pour moi, il est indiqué comme partageant. Vous ne voyez toujours pas? Non. Pas pour l'instant, non. Bon. Alors, Damien, on va peut-être reprendre le tien, je suis désolée. Ok. Eh bien, écoute, j'y retourne. Alors, ouais, donc l'idée, je repartage. Hop, alors attends. Non, c'est pas celui-là, pardon. Attends, j'arrive. Peut-être que de toute manière, le temps que les diapos arrivent, non, je vais reprendre du point de vue éthique les enjeux que Damien a soulevés et on va se concentrer sur 4 enjeux qui sont liés aussi au contexte des états généraux de bioéthique que présentait le professeur Morand en introduction, parce que vous voyez qu'il y aurait beaucoup d'enjeux qu'il faudrait analyser, mais bien sûr qu'il y a la question du consentement à ces informations issues d'un dépistage ou d'un diagnostic, c'est-à-dire reposant sur un examen génétique. Mais dans le cadre des états généraux de bioéthique, on va aussi analyser la question des vulnérabilités que peuvent qui peuvent impacter les personnes bénéficiant d'un examen génétique, la question de la responsabilité sociale de la médecine et la question de la soutenabilité du système de santé. Donc ça, c'est vraiment les horizons qu'a voulu ouvrir le CCNE dans le contexte d'une évolution des progrès de la médecine qui pose un certain nombre de questions. Alors, la question du consentement, on l'a vu apparaître à plusieurs reprises dans la présentation de Damien. Et évidemment, c'est un principe fondateur de toute la bioéthique qui ne concerne pas que la génomique, mais qui a des spécificités dans le cadre de la génomique que vous avez sans doute déjà perçu dans l'examen de Damien. Damien, si tu veux bien passer la diapo.
Donc, c'est la difficulté spécifique de l'examen génétique, c'est que, comme on l'a vu, il peut être dans une situation asymptomatique, une situation pré-symptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de point d'appel clinique dès le départ. Et puis, la deuxième chose que vous avez sûrement perçue, c'est la complexité des informations en génétique. Et vous savez que le consentement doit être libre et éclairé. Et une question à laquelle sont confrontés en permanence les médecins ou les conseillers en génétique, c'est de savoir dans quelle mesure le patient a véritablement compris la nature des informations qui vont lui être délivrées. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits pour clarifier ces informations. Damien, si tu veux bien passer la diapo, pour essayer de communiquer de façon plus visuelle sur le type de l'examen et puis ensuite sur les informations, sur la réalité en tout cas ce que permet de prédire l'examen génétique. Mais malgré tout, force est de constater que ces informations sont difficiles à véritablement maîtriser, d'autant plus quand on est dans une situation où on est inquiet et où on se pose des questions, soit pour son enfant, soit pour soi-même. Donc, je veux bien que tu passes la diapo suivante. Donc, ce consentement, il se trouve en balance entre le fait qu'il vient incarner notre liberté dans le système de soins et donc souvent on l'associe à cette notion d'autonomie, c'est-à-dire la capacité de l'individu à faire des choix en fonction des connaissances médicales qui lui sont fournies dans le cadre de la consultation, mais aussi en fonction de ses valeurs. Et donc, la bioéthique a vraiment posé cette question de l'autonomie et sa traduction à travers le consentement comme un fondement de l'éthique, en estimant qu'il y avait une congruence finalement entre le choix et le soin. C'est-à-dire que le bon soin doit correspondre à des choix du patient et on ne peut pas soigner, entre guillemets, le patient contre son gré. Il faut arriver à constituer non seulement cette relation de confiance, mais plus fondamentalement à comprendre quelles sont les attentes en termes de soins du patient. Ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, l'information génétique, elle va être souvent présentée en termes de probabilité de risque et elle s'intègre bien au fait que même si on a des valeurs différentes dans l'existence, on a tous une aversion au risque et d'avoir des informations sur ces risques va nous permettre de construire effectivement notre choix. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a eu quand même pas mal d'études qui ont montré que, en théorie, ça marche très bien, mais en pratique, est-ce que je suis vraiment autonome quand je consens ou pas à un examen génétique? Et une collègue philosophe, Catherine Dequevert, a parlé d'un consentement impraticable en disant qu'en réalité, les médecins sont forcés de reconnaître que souvent, le nombre d'informations requises pour vraiment pouvoir prendre ces décisions en toute connaissance de cause serait infiniment trop élevé par rapport au délai d'une consultation, conditions d'accompagnement, etc. Et le deuxième élément de réflexion sur lequel on va revenir, c'est que pour qu'il y ait droit et de consentir, il faut aussi qu'il y ait le droit inverse de ne pas consentir. Mais en fait, le droit de ne pas consentir, ça veut dire le droit de refuser. Et il y a une certaine asymétrie en réalité entre consentir et refuser. C'est-à-dire qu'en théorie, les deux sont équivalents, c'est-à-dire on consent de façon positive ou on refuse de façon négative, mais dans la relation de soins, il peut y avoir la perception que refuser n'a pas la même dimension que d'accepter. Et puis un troisième enjeu sur le consentement, c'est de consentir pour autrui quand, par exemple, on demande un examen sur son embryon ou sur son jeune enfant, on y reviendra.
Donc, cette autonomie, elle est vraiment contrebalancée par l'incertitude, la complexité. On a vu dans les données incidentes, on l'a vu sur le degré d'incertitude de ce qui va être relevé à partir de l'examen génétique. On peut le voir aussi sur la temporalité, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'a montré Damien, c'est qu'on est dans un progrès très rapide des technologies et des choses qui pouvaient être inconnues ou mal connues à un certain moment, on peut les connaître rapidement, 2 ou 6 mois plus tard. Et donc, est-ce qu'il faut refaire une consultation? Est-ce qu'il faut redemander un consentement? Ça marche dans les deux sens, hein. Ça pouvait être pathogène et puis finalement, on va voir que ça ne l'est plus, ou à l'inverse. Voilà, donc cette temporalité, elle peut être très questionnante pour les individus. Il y a un impact familial, c'est-à-dire que l'information, elle me concerne moi, mais étant donné que les gènes sont partagés familialement, il va y avoir un impact familial sur lequel je reviendrai. Et puis se pose la question de l'actionnabilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'information, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, face à toutes ces questions, hein, il faut revenir sur vraiment ce que j'ai appelé l'ontologie du consentement. Ce consentement, il est pensé pour un individu responsable qui est capable de comparer des scénarios et d'optimiser ses préférences. Il est pensé dans le cadre de la bioéthique, dans une logique du risque et en se fondant sur cette valeur principielle de l'autonomie. Mais on va voir que cette mise en œuvre pose problème. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème? C'est que, je vais revenir sur ce droit de refuser, hein, qui a été réaffirmé à toutes les grandes étapes du développement de la génomique et qui reste donc tout à fait actuel aujourd'hui, sauf dans un cas pour l'OMS, hein, qui est le cas du séquençage des nouveau-nés en cas de traitement préventif disponible. Donc, on a vu un cas tout à l'heure. Mais ce que je vous disais, c'est qu'il peut y avoir un sentiment d'asymétrie entre le fait d'accepter ou de refuser. Alors, on pourrait penser les choses un peu autrement. On pourrait se demander, mais finalement, quand est-ce que je refuse? Est-ce que j'ai besoin de plus de temps et donc je peux refuser au départ, ou est-ce que c'est après avoir mûrement réfléchi que je refuse? Et on voit déjà que la tonalité du refus n'aura pas tout à fait la même dimension, et donc ça va nous amener à réfléchir sur le fait que le consentement souvent est pensé comme un acte à un moment donné, et peut-être qu'il faudrait avancer vers une notion dynamique du consentement, c'est-à-dire que le temps de digérer des informations, le temps d'accepter un certain nombre d'éléments, peut-être qu'il faut rentrer dans une logique dynamique. Alors, quelques exemples de refus de séquençage, de diagnostic et de séquençage d'ailleurs. Ça a été dans certaines populations qui avaient une autre approche qui était moins centrée sur l'individu, en particulier chez les Maoris, où finalement ils ont interrogé le droit pour l'individu de consentir au séquençage dans la mesure où, en fait, quand je séquence mon génome ou quand je fais un examen génétique de façon plus large, j'impacte toute ma fratrie. Et dans le cadre de la population maori, ils avaient une vision ethnique du séquençage génétique et ils ont contester le droit, la légitimité pour l'individu de consentir en argumentant sur le fait que finalement, ça serait plutôt un consentement collectif qu'il faudrait donner. Un autre argument sur le droit de refuser et cette défense du droit, c'est de dire peut-être que je peux garder un espace génétique privé. Alors ça se pose surtout dans des contextes anglo-saxons et américains où les assureurs peuvent avoir accès à des données d'information médicale. C'est moins le cas en France. Mais voilà, comment est-ce que je fais pour protéger peut-être un espace génétique privé qui pourrait avoir des impacts sur mes contrats d'assurance,
sur mes relations avec mon employeur. Un autre élément dont il faut, à mon avis, tenir compte, et peut-être encore plus dans le contexte d'aujourd'hui, c'est vraiment la confiance des citoyens dans la science, dans la génomique. Non seulement c'est complexe, mais quel est le degré de confiance que les individus font à la science? Il peut y avoir un sentiment de perte de confiance. Je vous parlais de la temporalité. Et effectivement, dans certains cas, lorsqu'il y a une reclassification des variants, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait 5 classifications de variants pathogènes jusqu'à bénin, lorsqu'il y a une reclassification des variants, que les patients que les personnes qui ont fait un examen génétique sont recontactées, ça peut leur poser un certain nombre de difficultés à refaire confiance à une équipe, de comprendre que la science a évolué pendant ce temps-là et que peut-être que les informations qu'on leur avait données il y a 6 mois ne sont plus les informations d'actuelles. Le quatrième élément, c'est que vivre en connaissant des risques qui pourront soit être développés de façon certaine, on a parlé de la Corée de Huntington, soit de façon simplement probable en fonction d'autres facteurs comme les facteurs environnementaux, les modes de vie, le stress, etc., génère un risque informationnel. C'est-à-dire que rien que recevoir l'information que je suis porteuse de tel ou tel variant peut modifier totalement ma vie, ma relation à ma parentèle, mon désir d'enfant, et donc entraîner un bouleversement total de l'existence, alors même que peut-être que ce risque ne sera pas avéré. Et donc, Sandrine de Montgolfier a parlé d'un risque de coercition ou d'hyper-responsabilisation de l'individu. Comment est-ce que je peux refuser véritablement, en toute conscience, de connaître des risques, alors que c'est possible techniquement, que ça m'est proposé dans le cadre d'une consultation médicale, que ça peut avoir des impacts très forts, mais des impacts positifs, on a vu en termes de prévention ou en termes de prise en charge, mais aussi en termes négatifs sur le destin de mon existence. Alors, face à ce dilemme, certains philosophes comme John Harris, qui est un philosophe libéral anglais, ont argumenté, eux, pour un devoir de savoir. Un devoir de mieux connaître ses risques, puisque son argument principal, c'est de dire qu'en fait, pour être autonome, pour faire véritablement des choix, il faut que j'ai le maximum d'informations. Et ce maximum d'informations, il va bénéficier à moi-même et à mes apparentés. Donc derrière, il y a l'idée que le savoir serait toujours bon en soi et qu'il faudrait, au nom d'un principe de responsabilité et au nom d'un principe de solidarité, il faudrait toujours que je veuille savoir. Mais j'ai essayé de vous montrer, juste au préalable, que finalement, savoir, ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte qui, en tant que tel, a un impact sur l'existence, sur les relations familiales et sur les choix qui seront faits par la suite. Donc, face à cette tension entre le droit de savoir, voire le devoir de savoir, il y a toute une réflexion actuellement sur la spécificité du consentement génomique avec des pistes d'évolution, sur l'idée d'un consentement relationnel, c'est-à-dire de comprendre que l'individu est peut-être pas si seul que ça dans la relation de consentement et qu'en tout cas, il a vraiment besoin d'être dans une relation de confiance aussi avec les médecins et les soignants. L'idée d'un consentement dynamique, un consentement qui peut évoluer dans le temps, qui peut... alors bien sûr, on a toujours le droit de sortir d'une logique de prise en charge ou de séquençage, etc. Mais voilà, peut-être plus intégrer la dimension temporelle. Et puis donc certains argumentent pour un consentement collectif, c'est-à-dire où l'individu ne serait pas le seul à consentir pour son séquençage ou son examen, mais où on serait potentiellement plusieurs, par exemple à l'échelle d'une famille ou à l'échelle d'une ethnie ou à l'échelle d'un voisinage, dans la mesure où les informations ne vont pas me concerner que moi-même, mais vont concerner mes apparentés, mes voisins ou les membres de mon ethnie.
Alors, ça, c'est vraiment les enjeux autour du consentement. Le deuxième point que je voulais mentionner sur ces enjeux éthiques, c'est que vous avez compris qu'on a beaucoup argumenté dans une logique du risque. Et effectivement, c'est la logique qui est au cœur de la génomique, c'est de nous donner de façon probabiliste les risques qui sont liés à tel ou tel variant. Mais il y a toute une réflexion actuellement en disant que finalement, cette information génétique, elle n'est pas simplement structurée en termes de risque, mais aussi en termes de vulnérabilité. Et donc, je reprends le titre d'un avis du CCNE, les situations de vulnérabilité induites par les progrès de la médecine. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des progrès réels de la génomique, non seulement sur les techniques de séquençage, mais aussi sur les prises en charge qui peuvent être proposées. Cela dit, l'information génétique peut produire des situations de vulnérabilité. Et donc, il faut bien resituer sur le fait que la santé, elle ne se réduit pas simplement à des événements biologiques, mais elle s'intègre dans une approche holistique de la personne. Alors, ces vulnérabilités, elles peuvent concerner évidemment les personnes qui s'engagent dans un examen génétique. Et donc, ça peut être une vulnérabilité informationnelle, une vulnérabilité psychologique suite au retour d'un examen. Par exemple, on peut penser à la culpabilité de certaines personnes lorsqu'elles ont l'impression d'être porteuses d'un gène qu'elles ont transmis à leur descendance. Une vulnérabilité épistémique, parce qu'encore une fois, tout comprendre, c'est très complexe pour un profane. Une vulnérabilité existentielle, parce que l'information va bouleverser le devenir de mon existence. Une vulnérabilité juridique, alors en France, disons qu'on est relativement protégé, mais dans d'autres pays, ça peut être le cas, et potentiellement une vulnérabilité économique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a aussi des nouvelles formes et prises de conscience de vulnérabilité des soignants. Parce que le savoir avance vite, les technologies avancent vite, et donc le médecin généticien est confronté en permanence à cette avancée des techniques et des données, à cette avancée aussi des demandes des citoyens qui peuvent être parfois déstabilisantes. Et puis, le généticien va travailler beaucoup avec d'autres spécialistes. Et en fait, c'est cette convergence de regards qui va permettre le meilleur accompagnement des patients. Mais en même temps, ça complexifie énormément l'organisation et le suivi des patients. De la même façon, le médecin spécialiste, par exemple en neurologie ou en cardiologie, va intégrer des connaissances génétiques qu'il maîtrise par définition moins que les généticiens dans son suivi des patients. Et face à cette complexité des éléments, ça peut être difficile pour lui d'avoir le sentiment de bien maîtriser tout le dossier. Évidemment, pour le médecin généraliste, c'est la même difficulté. Il y a des nouveaux métiers qui se développent, comme le conseiller en génétique, qui sont là vraiment pour fluidifier le soin et dans toute l'approche globale du parcours de soins en génétique. Mais ces nouveaux métiers induisent aussi une complexité. Et puis, il y a eu des enquêtes faites auprès des secrétaires dans les services de génétique qui montrent qu'elles sont elles-mêmes confrontées à toutes ces nouvelles interrogations qui peuvent leur être proposées. Pareil pour l'assistant social, le biologiste généticien. Enfin, je ne vais pas développer tout ça, mais pour prendre conscience que finalement, toutes ces données induisent des nouvelles formes de vulnérabilité. Troisième enjeu, en lien donc avec les états généraux de bioéthique, c'est la responsabilité sociale de la médecine. C'est qu'on voit que la médecine propose de plus en plus de connaissances et il y a de fait certaines formes d'actionnabilité, mais ces actionnabilités, ça peut être du conseil génétique et dans des rares cas, pour le moment, ça peut être de la prise en charge ou de la prévention. Et donc, cette responsabilité sociale de la médecine, elle pose vraiment la question de savoir comment est-ce que la médecine assume toutes ces informations qu'elle délivre avec parfois un effet déceptif lorsque la prise en charge ou la prévention sont limitées. Donc, il me semble important de rappeler que le médecin n'est pas simplement quelqu'un qui va informer, mais il doit aussi aider la personne concernée à comprendre le sens des données génétiques
Et pour ça, il y a toute une réflexion qui va bien au-delà de l'information, mais vraiment sur le dialogue et puis sur la nécessité d'une approche pluridisciplinaire pour avoir le plus possible l'ensemble des regards, par exemple en incluant les psychologues. Et ça va de pair avec un questionnement sur l'égalité d'accès à ce suivi. Soit on est dans des structures vraiment de référence, soit on peut être dans des établissements plus lointains. Bien sûr, il y a une coordination entre les établissements, mais elle n'est pas toujours complètement fluide. On peut être dans des centres experts avec des médecins référents, mais on peut être dans des périphéries où ça sera plus difficile. Et puis, pour un certain nombre de cas, va se poser la question du remboursement, puisque dans certains cas, ce n'est pas directement pris en charge par la sécurité sociale et il faut trouver d'autres logiques de remboursement. Ça va quand c'est dans un cadre de recherche, mais ce n'est pas toujours le cas. Et sur l'ensemble de la population, si on passe à un séquençage populationnel, etc., bon, ces questions-là vont se poser. Deuxième dimension de la responsabilité sociale de la médecine, alors c'est la diapo d'après, voilà, c'est que l'impact donc, ne se restreint pas à la personne concernée, mais il y a un impact sur la famille, puisque la personne concernée, si on découvre des variants à risque pathogène, est obligée, c'est une loi de 2013 qui a été réaffirmée en 2021, est obligée d'informer ou de faire informer par le médecin les apparentés qui seraient susceptibles d'avoir le même risque pour qu'ils puissent en prendre connaissance s'ils le désirent et peut-être rentrer dans une logique de prévention. Et forcément, cette nouvelle donnée peut impacter de façon très forte les relations familiales et de façon plus large les personnes avec une forme d'affiliation génétique. Donc tout à l'heure, par exemple, je citais le cas des riverains. Il y a eu des études, par exemple, sur l'île d'Orkney, au nord de l'Écosse, où on a découvert des variants qui étaient communs à l'ensemble des individus insulaires. Voilà. Et ça peut tout à coup complètement reconfigurer les relations que je peux avoir et ça peut avoir aussi des risques de stigmatisation. On n'a pas complètement développé le cas de la trisomie 21, mais on voit bien aujourd'hui comment est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de stigmatisation, en particulier en France, autour de la trisomie 21. Donc, il faut réfléchir au-delà du progrès technologique à ces enjeux relationnels, ces enjeux humains, ces enjeux éthiques. Et c'est particulièrement vrai dans la médecine préventive qui est en train de se développer. Donc, on a rappelé les différentes formes de dépistage, les différents âges possibles du dépistage. Et donc, c'est des logiques qui sont en train de s'accélérer. Mais qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura toutes ces informations auxquelles on va probablement avoir de plus en plus le droit. Donc la question qui se pose, c'est de savoir jusqu'où il faut dépister, puisque on ne peut pas toujours faire grand-chose. Et donc, dans la loi de 2021, donc sur la précédente révision des lois de bioéthique, on disait qu'on pouvait restituer les données, y compris à des fins de conseil génétique, c'est-à-dire que l'actionnabilité qui était là envisagée, c'était du conseil, même s'il n'y avait pas de prise en charge ni de prévention qui était associée à cette information. Dans les réflexions qui sont en cours, on rappelle le fait que même dans des maladies génétiques sans mesure de soins ou de prévention, s'il y a un conseil génétique, eh bien, on pourrait toujours accéder à ces informations. Et donc, ça peut vous dire qu'on peut aller très loin dans le dépistage, mais comment est-ce qu'on fait par la suite pour suivre ces personnes qui vont vivre avec des informations qui les concernent, elles, leur famille, leur descendance. Alors, cette question de la responsabilité sociale de la médecine, je veux bien la diapo, voilà. C'est des exemples, mais je ne vais peut-être pas les traiter parce qu'on n'aura pas trop le temps. Mais en tout cas, elle pose la question de est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer
des maladies, puisqu'on est là dans le dépistage dans des cas asymptomatiques ou présymptomatiques. Et donc, c'est toute une réflexion sur ce qu'on appelle le disease monitoring, c'est-à-dire qu'on fabrique des maladies dans le sens où on fabrique des personnes qui ont conscience des risques qu'elles portent de développer telle ou telle maladie. Et donc, les chercheurs s'interrogent sur le risque de surdiagnostic ou de surdépistage avec cet impact qui est de vivre en ayant conscience de maladies que j'ai des probabilités de développer. Je viens à la diapo d'après. Donc, dernier point, la soutenabilité, donc, qui est un enjeu très fort aujourd'hui, dont je pense qu'on a tous pris conscience et qui est au cœur des états généraux de bioéthique. Soutenabilité qui se donne dans la logique des progrès. Il ne s'agit pas de remettre en cause le progrès, mais de comprendre les questions de soutenabilité qu'il soulève. Et puis, dans un contexte où il y a de nouvelles données, typiquement la baisse de la natalité, qui soulève des questions sur la soutenabilité de notre système de soins en particulier. Alors, cette soutenabilité, elle ne concerne pas juste les personnes qui vont faire un examen génétique ou qui sont porteuses d'un variant. Il faut voir qu'elle concerne aussi les proches et en particulier les aidants et que ça concerne un grand nombre de citoyens français. Alors, dans cette question de la soutenabilité appliquée à la génomique, je veux bien la diapo d'après, la question qui se pose, c'est celle des ressources qu'on a pour accompagner le mieux possible les personnes qui seront engagées dans des examens génétiques. Et là, il y a un rôle très fort des institutions. On a parlé éventuellement de la disparité territoriale. On a parlé aussi de la fragilité, plus ou moins forte des hôpitaux, des équipes. Bon, toute cette question, elle montre qu'il faut une réflexion sur l'environnement de l'examen génétique et ça correspond à un avis du CCNE qui a été publié en 2022 sur le système de soins, comment le repenser sur un fondement éthique. C'était dans le cadre de la Covid, mais c'est une question qui reste d'actualité aujourd'hui parce qu'on a conscience que nos institutions, en particulier de soins, sont fragiles. Et puis, ce contexte de la baisse de natalité, il y a eu aussi un avis qui est sorti l'année dernière. Comprendre que peut-être que la multiplication des informations en termes de risque peut aussi avoir des impacts sur la question de la natalité et il faut réfléchir. Cet avis montre que la raison première de la baisse de natalité, c'est pas des problèmes de fertilité, c'est vraiment des questions de choix et par ailleurs, ça a des impacts qui dépassent bien sûr les personnes concernées. Donc cette soutenabilité, elle renvoie aussi à ce que j'évoquais sur la responsabilité sociale, c'est sur le risque de surdépistage ou du surdiagnostic. Ce tableau montre qu'en fait, il y a de plus en plus de maladies qui sont connues, qui correspondent donc à des classifications de maladies qui sont exponentielles. Et voilà, c'est pas simplement la réalité des maladies, mais c'est aussi la conscience de potentiellement être porteur de maladies et de transmettre ces maladies qui posent des questions en termes de soutenabilité. Voilà, j'ai terminé sur cette analyse éthique que j'ai essayé de situer dans le cadre plus général des états généraux de bioéthique à partir de l'exposé de Damien et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Sanlaville et professeur Carvalho. C'était vraiment super, très, très clair. Et très, très, très complet. Il n'y a pas eu de. Les gens étaient tellement accrochés qu'il n'y a pas eu de questions. En tout cas, moi sur mon écran, je vois pas de questions pendant vos deux interventions. Donc, je pense que les gens étaient hypnotisés par vos interventions, mais que les questions vont arriver. Il y a Monsieur Vianney-Fayet qui veut poser une question. Je vais lui donner la parole tout de suite. On peut lui ouvrir le micro. Ah oui, voilà, parfait. Tout va bien, on m'entend? Oui. Parfait. Bonsoir, merci déjà pour votre intervention. Toute cette conférence a été très intéressante. J'avais une question pour Madame la professeure Carvalho. On a beaucoup parlé de la notion de risque dans tous ces dépistages. On sait qu'on a quand même une incertitude assez
alors ça dépend un petit peu des études, mais on peut avoir des incertitudes assez fortes, parfois sur notamment le dépistage prénatal. Et la question qui m'intéresse, c'est du coup au niveau de l'éthique, puisque vous êtes professeur de philosophie, ça devrait vous y connaître un petit peu. On parle souvent d'eugénisme négatif en particulier. C'est une question qui revient souvent. On a des lois en France qui interdisent cet eugénisme. La question, c'est comment, avec cette incertitude, donc ce risque que les diagnostics soient mauvais, on peut prendre des décisions en lien avec les diagnostics. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le dépistage prénatal, parfois on a des erreurs dans le diagnostic sur, je sais pas, la détermination d'une trisomie 21 ou d'une autre maladie génétique, et qui va amener à une IMG parfois. Or, on a une étude, par exemple, qui montre que certaines femmes ne recourent pas à l'IMG, et dans ces femmes, sur 68% de cas où on a eu le diagnostic d'une maladie génétique, l'enfant survit après à plus de 28 jours. Bon, alors, on n'a pas de données au-delà des 28 premiers jours, mais du coup, on se pose vraiment la question de cet usage des données avec un risque qui peut entraîner des décisions, je dirais pas hasardeuses, mais qui posent question en tout cas. Est-ce que je peux répondre avant, Sarah? Vas-y. Allez-y. Je me permets de répondre parce qu'il faut vraiment différencier le dépistage du diagnostic. Donc, par exemple, le dépistage de la trisomie 21 en France, même si on utilise les derniers tests qui sont entre guillemets plus performants, comme le dépistage prénatal non invasif, quand on rend un DPNI positif, un dépistage prénatal non invasif de la trisomie 21 positif, il y a 90% de risque que le fœtus soit trisomique, 10% de chance qu'il ne le soit pas. Ça, c'est la valeur prédictive positive. On ne fait jamais, à ma connaissance, une interruption sur un dépistage. Il faut un test de diagnostic. Donc, s'il y a un DPNI positif, on propose au couple un diagnostic. Donc là, le diagnostic le plus connu, c'est la myosynthèse. On prend du liquide amniotique et on regarde les cellules s'il y a 3,21 ou pas. On fait le karyotype. S'il y a 3,21, on fait le diagnostic de trisomie 21. C'est une certitude. Et là, le couple choisit effectivement de poursuivre au long de la grossesse. S'il n'y a pas de trisomie 21, eh bien, le DPNI était un faux positif et il n'y a pas d'interruption médicale de la grossesse possible. Voilà, je voulais préciser cette partie-là. Ouais. Alors ça, c'est pour des pathologies où effectivement, il y a la possibilité de savoir si oui ou non le variant est là et on connaît l'impact du variant. C'est vrai qu'il y a d'autres pathologies où il peut y avoir des variants et voilà, où on ne sait pas. Damien parlait des variants à signification incertaine. Voilà, donc c'est là où il va y avoir de l'incertitude, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas exactement quel est l'impact du variant, on ne sait pas éventuellement s'il va s'exprimer. Voilà, donc là, il y a effectivement de l'incertitude, mais là, on n'est pas dans une logique qui est celle que vous évoquiez, où on va faire par ailleurs une IMG ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que cette incertitude, il faut vraiment la différencier à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que elle peut être liée aussi à la complexité de la compréhension de l'information, mais ça, c'est plus le vécu de la personne qui reçoit l'information que celle de l'équipe médicale. Et puis après, ça peut être lié effectivement au fait ça dépend des facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Mais c'est vrai que sur le cas de la trisomie 21, c'est pas forcément un bon exemple parce que là, il n'y a pas cette notion d'incertitude au même titre que sur d'autres situations. D'accord, merci. Et sur l'aspect je reviens sur la fin de votre propos tout à l'heure, sur l'aspect du surdiagnostic et de la forte, disons, de la forte implication des personnes dans le choix. Est-ce qu'on a des choses qui ont été mises en place pour éviter une trop forte incitation des couples parfois à prendre une décision dans un sens ou dans un autre, qui pourrait devenir, je ne sais pas, du corps médical, je ne vous vise pas monsieur sans la ville évidemment, ou de l'entourage proche par exemple dans des situations de précarité. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'examen, il est toujours proposé, il n'est jamais imposé. Et donc, voilà, la personne est toujours libre d'accepter ou de ne pas accepter. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que il y a un certain nombre d'études qui sont liées à ce qu'on appelle des asymétries épistémiques, où ce n'est pas toujours facile pour le patient profane, entre guillemets, de refuser
d'entrer dans une logique d'examen génétique. Bon, mais le droit français et l'accompagnement médical laissent tout à fait ça. Souvent, les médecins disent que les patients ont le droit de refuser, ça n'impactera pas ni la relation de confiance, ni la relation de soins, en dépit de ce manque de connaissances. Et donc, en fait, ce qui est difficile, ce qu'il faut comprendre, c'est que le patient peut le vivre autrement et l'interpréter autrement. Mais du point de vue du système de soins, du point de vue juridique et du point de vue de l'équipe soignante, enfin en tout cas moi toutes celles que j'ai vues, ce refus de soins n'a pas d'impact sur la qualité du soin en fait qui va lui être proposé, modulo le fait qu'il n'y aura pas ces informations-là qui potentiellement pourraient exister. Donc voilà, c'est ce qui est compliqué dans les enjeux éthiques, c'est que c'est pas simplement des choses objectives, c'est aussi des dynamiques qui se mettent en place, des représentations, de l'imaginaire, qui fait que voilà, il y a plein de paramètres qui font que la situation du patient, de sa famille et du soignant peuvent être compliquées. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question, mais ce que je veux montrer, c'est vraiment qu'il ne faudrait pas tout focaliser sur l'information en tant que telle, mais toujours la réintégrer dans un contexte et dans un environnement. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ok. Je reviens pour Damien, cette histoire de consentement et éventuellement de refus d'examen génétique, en pratique, ça arrive souvent des refus ou c'est exceptionnel? Parce que tu as parlé de, je ne sais plus, 800 000 examens génétiques. Oui. Oui. Bon, j'imagine qu'on ne sait pas combien il y a de refus, mais dans ton expérience de clinicien, comment ça se passe? Dans mon expérience, les refus sont extrêmement rares. Il peut y avoir des fois des personnes qui ne vont pas chercher le résultat, finalement, ce qui est rare aussi, mais les refus de consentement, alors j'ai vu qu'il y avait d'autres généticiens, des psychologues qui sont d'ailleurs dans le service, qui sont connectés, ils pourront faire éventuellement prendre la parole ou donner leur expérience, mais des refus, pour moi, ça reste exceptionnel. Après, la question, c'est est-ce qu'on a bien informé, est-ce qu'on a bien donné l'information, voilà, mais dans mon expérience, ça reste exceptionnel. Parce que souvent, les gens viennent pour justement avoir un examen. Donc, alors après, il y a un biais de sélection dans ma question. Il y a un biais de sélection. Donc, et surtout, moi, je vois surtout des enfants, les parents, ils sont très demandeurs. Donc, peut-être une fois qu'on a bien expliqué, c'est la question de l'information qu'on donne, éventuellement, ils peuvent prendre le temps de réflexion. Mais souvent, en fait, ce temps de réflexion est très court parce qu'ils viennent pour l'examen, on leur explique et ils veulent avoir l'examen. Donc, on peut se poser la question du temps de réflexion, mais ça pose des problèmes aussi organisationnels parce que déjà, on a beaucoup de mal à répondre à toutes les demandes de consultation génétique. Donc, si on devait revoir les patients, mais c'est une question qui se pose, laisser ce temps de réflexion, ça nous posera des problèmes d'organisation. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les... Oui, monsieur Chaillan, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, bonsoir, merci pour ces présentations et c'est toujours passionnant. Je voulais juste apporter un petit commentaire. Je m'occupe de dépistage néonatal sur la région et en France. Et en fait, sur cette question de refus du consentement, on a maintenant des notions un petit peu en population générale, puisque, comme le rappelait Damien, depuis septembre 2025, le dépistage de l'amyotrophie spinale nécessite un consentement pour réaliser le test génétique, l'examen génétique, comme tu veux. On a actuellement entre 0,1 et 0,5% de la population qui refuse cet examen des caractéristiques génétiques et donc refuse la recherche de cette maladie. Donc ça donne un ordre de grandeur pour répondre à la question un petit peu du refus sur une population qui n'est pas venue chercher un examen génétique et qui est confrontée à ce choix. C'était juste pour éclairer le débat. Merci beaucoup, David. C'est très intéressant d'avoir ces premiers chiffres en population. Super. Monsieur ou Madame Guérin, peut-être. J'ai une main qui s'est levée.
Oui. J'ouvre la caméra et le Oui. micro. Oui, c'est donc une question pour Ah, à la fois j'avais pas reconnu pour notre Damien et pour Madame Carvalho. Euh, Damien, tu nous as bien montré que effectivement, enfin, les progrès actuels, on arrive maintenant à séquencer l'ensemble des gènes. Est-ce que ça va pas conduire à une explosion, entre guillemets, de polymorphisme dont on ne connaît pas forcément l'impact sur le phénotype? Est-ce que justement, il n'y a pas un risque que on soit débordé, enfin les généticiens soient débordés par ces observations dont ils ne pourront pas forcément donner aux personnes concernées une approche, enfin une signification, quoi. Est-ce que c'est pas un risque actuel? Alors, c'est à la fois un risque et une opportunité pour l'avenir de mieux connaître notre génome, parce qu'effectivement, depuis qu'on fait les examens de caractère génétique, on connaît de plus en plus. Donc, actuellement, on est dans une phase où il y a une explosion technique qui permet d'identifier de plus en plus de variants. Et effectivement, par exemple, dans le cadre du plan France Génomique, il y a à peu près 10 à 12% de cas où on rend un variant de signification indéterminé. Donc, il y a effectivement, c'est quand même pas neutre, hein, 10%. Ça a été publié sur les données de France Médecine Génomique. Et puis, il y a sûrement d'autres variants, en particulier introniques, les régions non codantes, qu'on maîtrise encore mal. Et donc, il y a tout un savoir à avoir. Donc, effectivement, il y a cette question d'incertitude, de manque de connaissances. Il y a actuellement des bases de données nationales, internationales qui se mettent en place, où on va augmenter nos connaissances. Mais on va être dans une partie, là, on a une partie où on va découvrir des choses, où on va donner finalement des informations qui sont parcellaires par manque de connaissances. Mais je dirais que ce chemin, il va nous permettre de mieux comprendre et mieux savoir. Alors après, est-ce qu'il faut vraiment tout maîtriser? Ça, c'est une autre question. Mais effectivement, on ne connaît pas du tout encore tout de notre génome. Mais le fait qu'on multiplie ces examens, on va dire pangénomiques, qu'on ait des bases de données, qu'il y ait des études dites fonctionnelles derrière, nous permettent de mieux comprendre effectivement les impacts de cette variation. Et après, on n'a pas été sur les scores de risque polygénique où on va trouver différentes variations dans le génome qui, associées l'une avec l'autre, va augmenter un risque. Ça, c'est encore une autre problématique, mais je te rejoins, on est dans une situation où, en fait, on a effectivement des données parcellaires sur les connaissances de notre génome, très clairement. Même si on est en capacité de le séquencer. Il faut bien différencier qu'il y a le séquençage, donc la donnée brute, et puis après, il y a l'analyse de cette donnée brute et l'interprétation médicale qu'on peut en faire. Et c'est trois choses qui sont différentes. Mais peut-être que je peux resituer historiquement, c'est-à-dire que là, évidemment, il y a un changement d'échelle parce que potentiellement un passage à la population générale, enfin en tout cas des nouveau-nés. Mais en fait, depuis le début de la génétique, hein, c'est-à-dire les années 70, on peut réfléchir, enfin, se souvenir du moratoire d'Asilomar, etc. Il y a cette réflexion que, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce savoir et d'un savoir qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, c'est vraiment cette logique ambivalente du progrès, c'est-à-dire que c'est ce qui permet de mieux connaître et puis de lancer un certain nombre d'actions. Et puis, en même temps, ça produit des effets qu'on peut qualifier de difficiles à maîtriser. Et cette question de la soutenabilité, moi, je pense qu'elle est importante, mais je veux dire, c'est pas positif ou négatif en soi. C'est en plus, enfin, la leçon, hein, Michel Morange a écrit un bouquin là-dessus, mais on n'arrête pas le progrès. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est avoir conscience de ces enjeux-là, et travailler, je pense, développer une culture génomique dans la population. Parce qu'en fait, on a besoin de comprendre toutes ces dimensions du problème, mais il faut vivre avec et voilà. Et donc après, je pense qu'il y a aussi des enjeux à l'échelle du monde sur l'encadrement disons de la circulation des données génétiques. Et l'Europe a fait des choix qui sont des choix forts. Il faut qu'elle ait les moyens de poursuivre cette politique autour de la protection malgré tout de ces données et des citoyens. Bon, ce n'est pas toujours le cas dans d'autres parties du monde. Donc là, il y a effectivement des enjeux qui sont, à mon avis, tout à fait cruciaux pour l'avenir. Mais c'est, voilà, de toute façon, on est dedans et on ne peut pas ni ralentir ni arrêter. D'accord, merci. Okay. Merci Jean-François, je n'avais pas
Je crois qu'il y a beaucoup de monde, des experts dans les auditeurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, moi, juste une question purement technique à Damien. Ces maladies néonatales qui sont dépistées maintenant, ces nouvelles maladies sont dépistées essentiellement, alors peut-être je me trompe, mais avec des tests biochimiques ou à la naissance, et l'idée, c'est qu'on pourrait plutôt proposer des tests génétiques plutôt que des tests biochimiques, et pourquoi on a proposé des tests biochimiques? Parce que c'est moins cher ou c'est plus... Alors, Tu il peux y a David commenter un peu? Cheyan qui pourra compléter parce que c'est vraiment le spécialiste du dépistage néonatal. Mais historiquement, effectivement, c'était des tests biochimiques, hein, des examens biochimiques qui étaient proposés, probablement parce que c'était plus facile, moins cher et que la génétique, en particulier dans les années, je crois que c'est 72, la phénicétoniurie, je ne me rappelle plus exactement, on n'avait pas les techniques pour le faire, hein. Donc ça s'est développé et c'est très performant et ça a très bien marché et ça dépiste très bien, il y a pas de souci. Mais effectivement, comme j'ai essayé de le montrer sur la phénylcétonurie, justement, on pourrait éventuellement identifier des variations dans un gène. Et donc se pose la question du séquençage. Par exemple, la myotrophie spinale infantile, alors là, pour le coup, il n'y a pas de marqueur biochimique, hein, à ma connaissance, même s'il y en a qui le recherchent, mais là, vraiment, on cherche la variation génétique. Et dans le dépistage néonatal qui est proposé dans le monde ou sur Périgénomède, eh ben, c'est essayer d'identifier des variations dans des gènes, pour le coup, donc peut-être dans des gènes pour les maladies métaboliques, en particulier pour avoir des marqueurs biochimiques, mais de pouvoir le faire en néonatal, c'est éventuellement le faire avant l'apparition effectivement des symptômes. Et la question qui a été soulevée par Sarah de l'actionnabilité, c'est-à-dire finalement ce qu'on va essayer de dépister, c'est des maladies de l'enfant pour lesquelles on peut avoir un traitement. Mais on peut après se dire qu'on peut dépister plus loin, éventuellement des maladies de l'adulte, puis éventuellement des maladies qui ne sont pas traitables. Et donc c'est toute la question éthique qui est là, c'est-à-dire qu'on peut se dire, on a les moyens techniques de faire du séquençage, de dépister éventuellement des maladies génétiques que l'on connaît avec des variations connues pour être responsable d'un phénotype, pour lequel on peut faire une action dans l'enfance. Puis après, on peut dire, mais on pourrait le faire aussi chez l'adulte. Puis éventuellement, on pourrait le faire même s'il n'y a pas de traitement. Donc, il y a cette question-là. Peut-être que David voudra préciser concernant la question biochimie versus génétique, mais effectivement, le dépistage biochimique a très très bien fonctionné, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. D'accord. Juste un commentaire, peut-être, parce que tu me tends la perche. Ouais. C'est en fait, tu l'as très bien dit, c'est une question historique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne pouvait pas réaliser un dépistage néonatal génomique avec un séquençage du génome, mais ça reste encore à l'heure actuelle difficile, c'est-à-dire que séquencer 700 000 bébés, ça reste un enjeu technologique qu'on n'est pas encore capable de faire dans le monde. Donc, il y a un plan historique. Donc, les biomarqueurs qui ont été utilisés permettent de dépister des maladies génétiques. Et il n'y a pas que des maladies génétiques. Si je prends l'hypothyroïdie congénitale, on n'a pas forcément que des formes génétiques d'hypothyroïdie congénitale. Donc, ça permet de couvrir un champ un petit peu plus large. Et puis, il y a la notion aussi d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pathologies qui vont décompenser très rapidement et pour lesquelles l'acquisition d'un génome et son interprétation reste encore un enjeu on va dire, de timing, et qui fait que pour l'instant, on arrive après la bataille. Donc, probablement que la question autour de ce dépistage néonatal sera une complémentarité et que l'approche génomique viendra apporter le complément pour des maladies pour lesquelles il n'y a pas de biomarqueur ou pour lesquelles on a une temporalité un peu différente. C'est juste pour savoir s'il faut nommer plus de généticiens ou plus de biochimistes. Non, ça, c'est une plaisanterie. On est complémentaires, on travaille ensemble. C'est une private joke. Mais malgré tout, pour répondre à cette petite question, aussi, je pense que sur la partie biomarqueur, on atteint un certain plafond de verre. C'est-à-dire que on voit globalement, on a une centaine de biomarqueurs disponibles et que pour aller plus loin, c'est la génomique. Donc, pour répondre à votre boutade, entre guillemets, je pense que c'est plutôt sur le versant génomique et génétique que l'avenir va se développer. OK. Madame Doiret, Fabienne, c'est à vous. Bonjour à tous et merci pour ces deux riches interventions. En vous écoutant, je me suis dit, il y a peut-être un truc vous avez évoqué, mais sans vraiment le nommer, une notion d'éviter la maltraitance informationnelle. Je trouve que vous l'avez un peu évoqué en filigrane, mais je trouve que c'était un vrai sujet que
au nom de la science, au nom de la divulgation de l'information que le généticien ou le médecin connaît, eh bien, on se dit, est-ce qu'on ne va pas saturer en informations techniques? Est-ce qu'on ne va pas minimiser l'incertitude? Enfin, il y a vraiment des sujets qui m'interpellent beaucoup sur cette question-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu veux commencer, Sarah, ou tu veux que je commence? Vas-y. Non, mais par exemple, j'ai vu effectivement qu'il y avait connecté Céline Faudrinois, qui est une psychologue dans le service, et c'est des questions qui sont posées effectivement dans le service sur l'information, le soutien aux personnes, et la complexité de l'information qu'on peut délivrer, parce qu'effectivement, on peut être demandeur finalement d'une réponse pour un diagnostic chez un enfant, je reprends cet exemple parce que c'est ce que je connais le mieux, mais qu'est-ce qu'on a compris de l'information? Est-ce qu'elle a été vraiment comprise? C'est-à-dire que nous, on pense qu'elle est compréhensible, mais est-ce qu'elle a été comprise? Les enjeux de cette information ont-ils été compris? Est-ce qu'il y a eu le temps d'y réfléchir? Est-ce que ça n'a pas finalement engendré finalement des questionnements profonds pour les personnes quand on fait l'arbre généalogique, par exemple, qu'on revient? Donc oui, il y a à ce moment-là des enjeux au niveau psychologique, je pense, au niveau de la personne, puis même de la famille, les conséquences souvent pour la famille, parce qu'on parle de l'information à la parentèle. Donc si on trouve quelque chose, il faudra impliquer la famille. Donc oui, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui se jouent au moment de l'information et qui n'est pas facile à faire en fait. Et surtout de voir si on l'a compris. Et je ne vous parle pas de la question des données incidentes, jusqu'où on va dans l'explicabilité de la donnée incidente, quoi. Ouais. Et juste peut-être pour compléter, il y a un avis du CCNE qui parle d'illusion informationnelle, c'est-à-dire que entre l'attente d'informations du patient et puis ce qu'on va lui dire, on peut avoir l'illusion qu'on a des informations, mais qui en fait correspondent pas à la réalité de ce que le médecin appelle lui des informations génétiques. Donc ça, c'est un vrai décalage. Donc dans le champ de la philosophie, il y a toute une branche qui analyse ce qu'on appelle l'injustice épistémique, c'est-à-dire le risque effectivement que quand il y a des asymétries de compréhension et d'accès à l'information véridique ou valide, en fait, ça crée des décalages extrêmement forts qui vont avoir des impacts bien au-delà simplement du champ de la consultation médicale. Et donc, voilà, je pense que ça rejoint ce besoin de ce que j'appelais une culture génétique qui est nécessaire. On parle beaucoup de l'IA, du numérique, etc. Mais je pense que dans le champ de la génétique, il y a vraiment tout un travail à faire d'acculturation pour que justement l'information ne suscite pas des espérances qui seraient complètement surdimensionnées ou décalées par rapport à la réalité de ce qui peut être proposé, ou ne suscite pas non plus des situations de catastrophisme qui seraient décalées aussi par rapport à la réalité de ce qui est donné comme information. Mais vous voyez, dans cette idée de maltraitance, en fait, c'est pas simplement la manière, je dirais, de communiquer des informations, c'est aussi la manière de les recevoir. Et pour les recevoir de la meilleure manière, évidemment, la situation où on est en attente du résultat d'un diagnostic ou d'un dépistage, c'est pas forcément là où on est le mieux armé. Et donc, il y aurait tout ce travail en amont à faire en population pour que quand la situation d'un besoin d'examen génétique se présente, les citoyens aient déjà pu cheminer sur la compréhension de la nature des informations qu'il peut recevoir. Je vais juste ajouter effectivement cette question d'acculturation de la population et peut-être d'avoir plus de cours de génétique au collège ou au lycée, parce que on l'a vu, il est probable que le dépistage en population générale chez des personnes asymptomatiques, en fait, se développe. On a dépistage néonatal, dépistage d'adulte jeune, dépistage préconceptionnel, et donc il faudrait effectivement qu'il y ait une prise de conscience effectivement des enjeux euh, avant de venir pratiquement en génétique, où on pourrait rappeler un certain nombre de choses. Mais finalement, la médecine génomique, comme on l'appelle, va certainement se démocratiser. Et donc, c'est important, comme l'a rappelé Sarah, qu'il y ait peut-être une information plus claire de la population. Ton micro est coupé, Patrice. Excusez-moi. Je donne la parole à Monsieur Darty-Guépérou, qui levait la main depuis un certain temps. Pour l'instant, votre micro est coupé. Voilà.
Voilà, bonjour. Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit et dans la droite ligne de l'avis 148 du CCNE, dans la suite de ce que vient de dire Madame Douaret. Moi, je pense aux problèmes posés par les accompagnants, les familles, et ce que ça peut représenter comme, j'allais dire, presque problème de santé publique. Parce que ça concerne, si je crois une de vos diapositives, un nombre considérable de monde. Quand il y a un diagnostic qui est fait de ce type dans une famille, cela touche un nombre de personnes considérable, avec des répercussions de vulnérabilité causée par le progrès, justement, comme le dit l'avis 148. Aura-t-on les moyens d'accompagner toutes ces personnes, puisque ça va se généraliser, ça va s'augmenter? Aura-t-on, sur le plan, j'allais dire, des moyens en santé publique, d'accompagner toutes les questions qui sont posées par ces questions génétiques au sein de toutes ces familles qui sont touchées par ces problèmes? Pourra-t-on s'en donner les moyens? Je pense que ça dépasse le strict domaine des généticiens, c'est-à-dire que là, ça met en cause l'accompagnement du système de soins et plus fondamentalement l'accompagnement des citoyens dans leur parcours de vie. Donc ça met en cause effectivement toute la société. Donc je crois que c'est vraiment les enjeux des états généraux de bioéthique tels qu'ils se donnent aujourd'hui. On prend conscience de la limitation de nos ressources, on prend conscience d'un état géopolitique qui n'est pas non plus très favorable pour renforcer la résilience et la robustesse de nos démocraties et de nos systèmes de soins. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour appréhender ces défis qui sont des défis historiques et voilà, la génétique est un des aspects sur lesquels il va falloir se pencher pour l'intégrer, mais je dirais que c'est beaucoup plus large parce que ça touche aussi, par exemple, la question des personnes âgées, du vieillissement de la société, etc. Bon, toutes ces questions-là, elles viennent questionner franchement notre modèle de société. Oui, la question de la sobriété en médecine, c'est vrai que c'est une des questions des états généraux de la bioéthique. Alors, en étant très naïf, pardon, en étant très naïf, je veux juste dire que effectivement, si on se dirige vraiment vers une médecine très prédictive, très préventive, d'anticipation, peut-être que quelque part on pourra être, avoir moins de soucis. On pourra peut-être plus être efficace sur la prévention et avoir moins de soucis sur le traitement, et que voilà, l'argent qu'on met là, qui va coûter beaucoup d'argent en génétique sans doute, probablement, mais peut-être que derrière il y aura un coût-bénéfice qui sera intéressant. J'en sais rien, c'est une réflexion un peu compliquée. Alors, monsieur, c'est Jean-Étienne, excusez-moi, je ne sais pas qui c'est Jean-Étienne, je donne la parole. Ouais, voilà, excuse-moi. Bonsoir, merci. Pour rebondir, il y a l'aspect inverse. Alors, Patrice, si vraiment les progrès de la génétique permettent de faire des économies qui permettraient de mieux prendre en charge le handicap, ce serait vraiment très bien. Mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'avoir une société très culpabilisante pour les gens qui refuseraient les tests génétiques? Moi, pour avoir vécu l'accouchement d'un couple, d'un enfant, mais la mère accouchait d'un enfant trisomique et le couple savait que l'enfant était trisomique et ils avaient souhaité maintenir la grossesse. Les commentaires dans la salle d'accouchement ont été non pas pour le risque de souffrance de l'enfant, pour le risque de souffrance des parents, mais pour le poids pour la société de supporter un enfant handicapé. Et moi, je pense quand même qu'une société qui n'est pas capable d'accueillir le handicap, sous prétexte d'ailleurs qu'on pourrait le supprimer par des tests génétiques, ça risque de nous conduire à une société assez non éthique. C'est pour ça que les enjeux sont vraiment pas que économiques. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur cette question-là, mais en réalité, je parlais du modèle de société. C'est vraiment les valeurs fondamentales de la société qui sont en jeu. Et je pense que c'est vraiment les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui dans une prise de conscience des fragilités de la démocratie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce que vous vouliez revenir là sur l'intervention de chat Oui, c'est de, juste. oui, de Madame Fordrinois? Je ne sais pas. Oui, elle donne un témoignage, je crois que c'est bien de le lire, sur un refus de test génétique, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et, Comme vous l'avez souligné tous les deux, le point central est la question de l'information des patients parents afin que le consentement soit le plus éclairé possible. Les seuls patients que j'ai vus refuser un test alors qu'ils étaient venus pour cela ont fait ce choix après avoir échangé longuement avec le médecin sur les attentes et limites du test et le non-impact sur la prise en charge médicale. Or, avec les techniques pangénomiques, cette information est très compliquée. Oui, je remercie Sylvie pour ce retour, effectivement, qui montre bien que quand on prend le temps et qu'on voit les impacts potentiels, eh bien, les personnes peuvent éventuellement prendre une décision qui est peut-être plus autonome, plus réfléchie. Ça nous arrive rarement, mais peut-être parce qu'on ne prend pas le temps, effectivement, d'avoir ces échanges. Et on est très content d'avoir des psychologues dans le service. Oui. En attendant qu'il y ait peut-être quelques autres questions, finalement, qu'est-ce que, je vous la pose à tous les deux, question un peu bateau, mais qu'est-ce que vous attenderiez de l'évolution de la loi bioéthique concernant les tests génétiques? C'est la première, ce que vous attendriez le plus, que si vous étiez ministre de la Santé. Alors, Madame Carvalho, et puis ensuite Damien, et puis... Non, mais moi, ce sur quoi je veux bien intervenir, c'est sur la question de l'autonomie. C'est-à-dire que je pense que sous prétexte d'autonomie, il ne faut pas faire porter tout le poids de la décision aux patients et qu'il faut donner les moyens d'accompagner les personnes concernées, et notamment à travers du temps de consultation, du temps, je dirais, qui n'est pas de l'acte en tant que tel, mais qui permet de réappréhender la complexité, la particularité de chaque situation, la diversité des personnes qui vont être impactées par la décision et se donner le temps de décider. Je pense que même s'il y a eu tout un cheminement de la part des patients, de réouvrir cet espace-temps de réflexion, ça, c'est des éléments importants. Et bien sûr que le but, c'est que les patients soient autonomes, mais il faut leur donner les moyens de cette autonomie. Voilà, j'ai l'impression qu'on ne va pas forcément dans ce sens-là parce qu'on sait que le temps est une denrée de plus en plus rare dans nos métiers, mais aussi dans les prises en charge, etc. Et voilà, donc ça, je pense que c'est un enjeu fort parce qu'il ne faudrait pas faire croire aux gens que simplement parce qu'on a le choix, on est vraiment en mesure de choisir. Je rejoins effectivement ce que vient de dire Sarah. Il y a la question effectivement de l'autonomie du patient, de l'information, de la formation et l'acculturation à la génétique, des moyens pour finalement expliquer le test ou l'examen des caractères génétiques, éventuellement avoir le temps de laisser du temps, et puis aussi après accompagner, une fois qu'on a fait le diagnostic, non seulement la personne, mais sa famille. Donc finalement, c'est l'accompagnement et le parcours, si j'ose dire, de soins qu'il faudrait renforcer. Après, la question de jusqu'où il faut aller dans les tests, je reprends un peu de façon provocatrice ce terme de test génétique, hein, parce que peut-être qu'il y aura un commerce des tests génétiques. Je pense que ça doit rester dans le cadre des examens des caractéristiques, c'est personnel, hein. Un examen des caractéristiques génétiques, c'est-à-dire encadré dans le cadre du soin, dans lequel il y a une question médicale et où on peut rendre service aux personnes. Je dis personne parce qu'il y a la personne malade, mais il y a aussi la personne après qui a un conseil génétique et qui n'a pas forcément de symptômes. Donc, et aussi d'avoir une question d'équité, et ça demande la question de la soutenabilité, c'est-à-dire que les choses qu'on va proposer, eh bien, elles sont équitables pour l'ensemble finalement des Français, ce qui est quand même une valeur qui est assez portée aussi au niveau éthique. Donc, je serais plus sur le parcours, le fait de pouvoir soutenir les patients, qu'ils soient bien informés. Après, sur jusqu'où on va aller dans les tests, ça, c'est des questions qui sont plus compliquées. Ouais. Mais qui posent des problématiques. Hein. Ouais. Damien, qu'est-ce que tu penses de ces pays, enfin, si j'ai bien compris, qui finalement, dans les dépistages additionnels, font une stratégie secondaire, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre
liste de, Oui, des données secondaires. voilà, tu peux réexpliquer ça. Et il y a des pays qui le font et nous, on ne le fait pas. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? C'est une question difficile, on en débat avec plusieurs personnes. Il y a eu un groupe à la Fédération française génétique humaine qui a réfléchi à ces questions-là. Effectivement, par exemple, aux États-Unis, on est sur de la donnée secondaire. C'est-à-dire que du moment que la personne va faire un génome, par exemple, on va rechercher des prédispositions à des maladies cardiaques, à des cancers de différents types, etc. Enfin, il y a une liste de gènes qui ne cesse d'augmenter. Est-ce que la personne a bien compris? Est-ce qu'elle peut choisir ce qu'elle veut savoir, pas savoir? Et la question de l'information est cruciale puisque depuis la loi de bioéthique, l'Agence de biomédecine n'a pas réussi à formaliser un consentement type, une lettre d'information, une notice d'information. Donc déjà, il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord sur comment on informe les personnes pour qu'elles aient vraiment une autonomie de décision. Ensuite, oui, on pourrait dire qu'il y a une inéquité, c'est-à-dire une personne qui ira à l'étranger pour avoir ses données secondaires, puis une personne qui ne l'a pas. Et éventuellement la question du coût, parce que la personne va payer, celle qui ne peut pas payer n'aura pas cette information-là. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'équité, en fait. Est-ce qu'il faut qu'en France, on a sur la donnée secondaire? C'est une question difficile que j'aurais du mal à traiter là en 2 minutes. Donc, Non, mais ça fait des mois qu'on en parle et il n'y a pas de choses qui sont vraiment tranchées. Ouais. Ok. Et ça pourrait. Enfin, bon, non, Ça va être on une va des arrêter questions qui va là-dessus. être posée, c'est-à-dire Ouais. que là, pour l'instant, dans la bioéthique, il y a la donnée incidente, et une des questions qui va se poser, et dans les auditions du CCNE, on va être amené à réfléchir à ça, est-ce qu'en France, on doit aller vers de la donnée secondaire, et parce qu'en fait, elles y sont les informations, c'est juste qu'activement, on ne va pas les chercher. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on y va? Et le prochain plan France médecine génomique 2025-2035, c'est quoi? C'est comment? Alors, eh ben, là, en fait, il y a les inspecteurs de l'IGAS et l'IGESR qui sont en train de faire une évaluation et qui vont faire des propositions dans les semaines à venir. Donc, le plan s'appelait Plan France Médecine 2025. Donc, en théorie, il est arrêté. Il est poursuivi en attendant finalement des rapports et des préconisations. Je serais étonné qu'on arrête parce que la dynamique est lancée, que ça rend service, que ça fonctionne. Mais néanmoins, ça a un coût. Et pour l'instant, ce coût était financé par l'État, comme l'a rappelé Sarah, c'est-à-dire effectivement, les patients ne payent pas et même les hôpitaux ne payent pas. Donc il y a un modèle financier à trouver. Donc je pense que la question sera plutôt sur le modèle financier que sur dire on arrête cette médecine qui a montré son intérêt en fait. Ouais. Donc là, on est en attente, on est dans l'expectative. Ok. Écoutez, je crois que il n'y a plus de questions. On avait décidé de finir de toute manière à 20h30. Il est 20h17. Je pense que les deux exposés étaient suffisamment exhaustifs et les questions et le dialogue, c'était vraiment très, très pertinent. Alors, je me garderai bien de faire une conclusion parce que je suis virologue et nous, on fait que des petits bouts de gènes ou des petits virus. C'est pas, on n'est pas à ce niveau-là. Non, je voulais vous remercier tous les deux, professeur Carvalho et professeur Sanlaville. C'était vraiment quelque chose passionnant et surtout très clair et je pense que ça a plu à beaucoup de gens. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir éventuellement vous revoir pour d'autres discussions. En tout cas, je pense qu'on vous sollicitera sans doute à nouveau parce que c'était passionnant. Je remercie toutes les personnes qui sont avec nous, qui sont encore avec nous. On est 40, on n'a pas beaucoup baissé. Vous voyez sur le chat que globalement, il y a beaucoup de félicitations et de remerciements. Et donc, c'était parfait et je vais souhaiter à tout le monde une très bonne soirée. N'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés, quelque chose peut-être d'encore plus fantasmatique le 1er avril, c'est peut-être pas une bonne date, mais sur les modifications du génome qui seront donc a priori avec deux intervenants qui nous ont été conseillés par Damien, d'ailleurs, je crois, Monsieur Alban Ziegler, qui est médecin au CHU d'Angers, et Madame Anne Cambon-Thomsen, de Toulouse. Ouais. Alban Ziegler, il est à Toulouse. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi.
et Madame Anne Cambon-Thompson, qui est une directrice honoraire CNRS, qui était spécialisée en immunogénétique humaine. Donc, pour ceux qui sont encore passionnés, et j'en suis sûr par ces cyberéthiques sur l'impressionnant progrès de la médecine génomique, eh bien, rendez-vous le 1er avril. Bonsoir à tous et merci encore beaucoup. à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci Eric.